Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci aux 500 inscrits sur la plateforme LinkedIn sur le webinaire RICOM, consacré à la présentation de ce projet collaboratif. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être hébergés par la SAT West Valorisation. Donc, le webinaire, le thème, je vous le rappelle, est au service de la fiabilité de la conception et de la production de dispositifs médicaux électroniques. Et je m'appelle Virginie Marchand, je suis directrice marketing chez Tronico et j'ai le plaisir de l'animer pendant 1 heure avec vous. Si on peut revenir, s'il vous plaît, sur la présentation. Voilà, donc le webinaire est en anglais à l'écran, mais bien sûr, on va le faire en français, donc il va durer 1 heure. On a prévu une séance de questions-réponses à la fin. Bonjour à tous, merci de votre connexion. Cette séance de questions sera essentiellement sur le module questions. Donc, s'il est possible que vous évitiez de passer par le chat, puisqu'on a tout un processus de régulation des questions. Et notamment, vous allez pouvoir voter, et ce qui nous permettra ensuite de faire la sélection et de proposer les questions par ordre d'importance. Ça, c'est plus sympa. Et puis, sans plus attendre, puisque nous avons des intervenants assis autour de moi, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Franck Teston. Donc, Franck, tu es le directeur de la recherche partenariale à la SAT. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci pour l'accueil. Tu es accompagné de Charlotte Douard. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, PhD, Healthcare Business Developer, c'est bien cela? Oui, en français, business développement dans le domaine des dispositifs. Parfait, merci. Fabrice Guérin. Bonjour Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes le directeur de Polytech Angers. C'est ça. Et vous nous faites le plaisir d'intervenir également aujourd'hui aux côtés de Jean Bastille. Bonjour Jean. Bonjour. Et Jean, vous êtes? Je suis le directeur de Thème Component, société Tronico. Merci à vous. Donc, on va continuer sur une brève présentation de chacune des entités. Et puis ensuite, nous allons pouvoir faire l'entrée en matière. Donc, tout d'abord, Franck, tu es membre du consortium RICOM pour la SAT. Voilà, donc la SAT West Valorisation fait partie d'un réseau national de l'ensemble des structures de valorisation qui ont été créées dans le cadre du programme Investissement d'avenir. Donc, vous avez 13 SAT en France qui sont des entreprises privées dont le but est le transfert de technologies issues de la recherche publique et de favoriser justement le rapprochement entre des besoins industriels et des expertises compétences académiques. Voilà, donc nous aurons l'occasion au cours du webinaire RICOM de vous présenter un petit peu justement ce partenariat à la fois avec l'Université d'Angers et avec Tronico. Merci Fabrice. Donc, Fabrice Guérin, directeur de Polytech Angers, donc, qui est l'école d'ingénieurs de l'Université d'Angers, dans laquelle se situe le laboratoire Angevin en recherche en ingénierie des systèmes, donc qui est aujourd'hui un laboratoire d'une centaine de personnes, donc une cinquantaine de chercheurs confirmés et une cinquantaine de doctorants. Donc, il y a un certain nombre d'équipes au sein de ce laboratoire, dont une équipe qui s'intéresse donc à la fiabilité des systèmes et l'aide à la décision. Dans cette équipe, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés, en particulier donc la conception de la fiabilité des systèmes, où on cherche à évaluer à travers des modèles ou à travers des essais la fiabilité des systèmes multitechnologiques, donc en abordant des questions à la fois de physique des composants et de couplage entre les différentes technologies. Donc, on traite un certain nombre de choses autour donc de modèles de fiabilité, des essais accélérés, de pronostics, de maintenance, etc. Merci. Jean, si tu veux bien nous présenter maintenant le Thème Component, c'est une marque de la société Tronico. C'est l'ensemble des gens qui travaillent sur le laboratoire, qui testent et qui analysent tous les composants électroniques qui peuvent nous être confiés. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on a été créé, une vingtaine d'années qu'on croit aussi pour rendre les composants, entre guillemets, plus fiable.
à travers tout un savoir-faire qu'on a acquis dans le domaine d'abord aéronautique, oil and gas, etc. Et puis maintenant, on transfère vers le médical à travers le projet RICOM. Et alors, vous pouvez entendre aussi parler de PartLab. Alors, en fait, PartLab, c'est une association qu'on a créée avec d'autres laboratoires qui nous permettent en fait d'adresser de multiples types de tests qu'on peut faire sur les composants, puisque en fait, chacun a sa particularité dans les approches d'analyse vraiment très techniques au niveau surtout des défaillances des composants. Merci Jean pour cette présentation. Donc, je répète juste pour les personnes qui se sont connectées un peu tardivement. Donc, le webinaire va durer 1 heure. On a le plaisir d'être accueillis par West Valorisation pour cela. Et pour les questions, je vous invite à vous connecter ou à les adresser directement dans le module questions, puisqu'elles feront l'objet d'une présélection. Et vous pourrez voter aussi pour les meilleures d'entre elles pour qu'on puisse les poser à la fin de ce webinaire à nos intervenants qui nous font le plaisir de faire part de leur expertise aujourd'hui. Vous voyez donc la suite du webinaire. Donc Franck va nous rappeler la genèse de ce projet, puisque évidemment tout ça part d'une historique. Et ensuite, on va pouvoir, grâce à Charlotte, en connaître un peu plus sur la cartographie des acteurs du marché et aussi sur le cadre réglementaire des dispositifs médicaux. Et ensuite, Jean et Fabrice passeront un peu de temps pour parler des concepts et de la modélisation de la fiabilité. Pour finir, nous aborderons le projet RICOM dans son ensemble et puis nous finirons par la présentation du club RICOM, juste avant d'adresser la partie de questions-réponses sur le dernier quart d'heure. Alors Franck, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de ce projet, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Je pense que c'est en effet un projet qui a réuni plusieurs, ce que je disais en préambule, compétences et aussi rapprochement d'entités différentes. Tout d'abord, c'était un besoin identifié par l'entreprise Tronico. On avait l'occasion de travailler déjà à de nombreuses reprises avec plusieurs collaborateurs de la société. Et puis, eh bien, Tronico nous a fait part en fait de ce besoin et de ce besoin industriel. Ils avaient déjà eu l'occasion de rencontrer en fait les collègues enseignants-chercheurs du LARIS. Et puis, eh bien, comme West Valorisation, on travaille aussi pour le compte de l'Université d'Angers, qui fait partie d'un de nos actionnaires. On s'est dit, eh bien, il faut qu'on arrive à trouver un support ou un véhicule, on va dire, financier pour financer ce projet collaboratif. Et à partir de là, on s'est dit, il y a quand même un intérêt avec un industriel expert dans son domaine, avec une reconnaissance internationale, un laboratoire de recherche, et vous le verrez tout à l'heure, vous aurez l'occasion de regarder l'expertise en fait du laboratoire de recherche qui a aussi travaillé à la fois avec d'autres entreprises françaises et avec d'autres entreprises internationales sur ces sujets-là. Et puis nous, ce qui nous concerne West Valorisation, eh bien notre métier en fait d'investisseur, de pouvoir développer des POC, des preuves de concept sur des investissements pour développer des futures technologies, à la fois à la SAT West Valorisation, mais ce qui est intéressant aussi au niveau de tout le réseau de SAT. Donc on adresse un marché national qui est un marché en fait d'émergence de nouvelles technologies issues de la recherche publique. Et puis, eh bien, un impact territorial, puisque quand on a organisé notre première réunion à la fois avec les services de l'État et puis les services de la région Pays de la Loire, comme aussi naturellement plusieurs régions, mais veulent pouvoir ancrer sur le territoire une expertise à la fois académique mais de recherche d'excellence, non pas pour une portée régionale, mais à une portée européenne, voire internationale, sur la question des medtech, et en particulier en fait des dispositifs médicaux. On a un pôle de compétitivité avec Atorbo Biothérapie qui est ancré sur le territoire, et donc naturellement, que ce soit les services de l'État à la région, ils ont dit, voilà, nous on souhaite faire partie de ce projet-là, et c'est comme ça, que ce projet RICOM a pu se faire financer à la fois par la région Pays de la Loire, mais aussi via BPI France et l'État français, dans le cadre du plan de relance France, qu'on appelle France 2030, que certainement vous avez tous entendu parler aujourd'hui. Voilà un peu la genèse du projet. Ça fait maintenant quelques mois que l'on travaille ensemble et puis on va pouvoir aujourd'hui vous présenter les premiers résultats ou la démarche qui va se générer au fur et à mesure des mois à venir. Voilà. Alors justement, merci Franck pour cette présentation de la genèse. Alors Charlotte, vous allez nous présenter ces résultats, ou en tout cas les premiers résultats liés à la cartographie.
tout à fait. Donc, moi, je vais vous présenter en fait un aperçu des résultats d'une des premières actions du projet RECOM qui a été réalisé par la SAT West Valorisation. Alors, avant de vous présenter ces résultats, je voulais juste, en vraiment quelques mots, parler des activités de West Valorisation dans le domaine de la santé. Donc, West Valorisation, depuis maintenant plus de 10 ans, a tissé des relations étroites et un réseau fort avec les acteurs de l'innovation en santé, au travers notamment des activités de sa business unit, hein, c'est comme ça qu'on les appelle healthcare, qui intervient dans l'ensemble des domaines de la santé, donc dans la pharma, la biotech, mais aussi les medtech et les dispositifs médicaux. Et donc, à titre d'exemple, vous voyez ici quelques chiffres qui illustrent l'activité du coup en santé, avec un portefeuille donc, de plus de 240 familles de brevets, 150 logiciels, et puis un investissement d'environ 2 millions d'euros dans des programmes de maturation, donc qui peuvent concerner notamment des programmes de développement de dispositifs médicaux, pour augmenter le niveau de maturité technologique des technologies qui sortent des laboratoires de recherche et favoriser donc leur transfert, le transfert de technologie qui est vraiment le cœur de notre mission. Et ce transfert de technologie, il peut soit être à destination d'entreprises existantes, ou bien, c'est assez fréquent dans le domaine de la santé, il peut passer par la création de startups. Donc, on a créé 24 startups en santé depuis la création de la SAT, dont 7 au sein desquelles on est au capital. Et pour parler plus spécifiquement du domaine qui nous intéresse aujourd'hui, donc les dispositifs médicaux, on a en ce moment même donc, un accompagnement de 4 projets de création de start-up dans le domaine des dispositifs, dont 3 sur les dispositifs actifs, donc qui embarquent de l'électronique, et 1 sur un dispositif médical implantable actif. Et on sait très bien que les problématiques, les exigences réglementaires et de gestion des risques sont des enjeux clés pour ces startups. La slide suivante. Et donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, que la SAT est intervenue sur cette première action. Donc, pour accompagner l'ensemble de nos projets, nous avons développé une expertise dans le domaine de la veille technologique à la SAT West Valorisation, avec notamment, grâce notamment à un de mes collègues, Arnaud Trochet, qui a réalisé une cartographie des brevets et des publications. Donc, une cartographie des brevets et des publications, c'est quoi? C'est une représentation visuelle des indicateurs statistiques dans un domaine technologique qui, pour le projet RECOM, a été celui donc, des dispositifs médicaux implantables actifs embarquant de l'électronique. Et le but de cette cartographie, c'était d'établir un état de l'art du domaine et puis d'identifier les acteurs clés, les entreprises, les institutions, mais aussi les experts du domaine qui pourraient être donc, intéressés, impliqués par le projet RECOM. Donc là, vous avez une illustration en fait de ce à quoi correspond cette cartographie. Donc nous avons sélectionné à partir de requêtes bien spécifiques en fait un corpus, par exemple ici de brevets. Donc on a analysé plus de 15 000 familles de brevets pour ensuite générer différents indicateurs. Donc il y a toute une liste d'indicateurs, par exemple les dynamiques de dépôt dans le temps, les tops déposants. Vous avez également les dépôts par acteur et au fil du temps, ce qui permet de voir les acteurs historiques du secteur, les nouveaux entrants. On a des notions de territoire avec les territoires de R&D, donc on va retrouver là où sont déposés les brevets, les territoires de marché là où ils sont étendus, les top inventeurs bien sûr pour identifier notamment les experts du domaine et puis les technologies clés, donc les concepts clés qui sont retrouvés dans les familles de brevets. Et vous avez le pendant publication scientifique, donc ça c'est la partie brevet, et vous avez à peu près l'équivalent sur la partie publication scientifique, avec cette fois-ci donc les dynamiques de publication, les institutions clés ou industrielles clés qui publient, et pareil, donc les principaux auteurs pour identifier les experts du domaine. Et donc je dois vous avoir un petit exemple sur la slide suivante. Donc ça, on ne va pas vous présenter aujourd'hui l'ensemble des résultats de cette cartographie, mais vous avez ici un petit exemple d'un des indicateurs qui est le top déposant ou le top des institutions affiliations pour les publications scientifiques, avec, alors ce n'est pas une grande surprise, hein, le premier déposant de brevet dans le domaine du dispositif médical implantable actif et Medtronic. Et si l'ensemble des indicateurs peuvent être déclinés à différentes échelles, et donc sur la slide suivante, vous avez par exemple cet indicateur à l'échelle du territoire français, où vous voyez en premier acteur déposant de brevet, par exemple la société Sorin, alors aujourd'hui Microport CRM, et également un acteur local, puisqu'on a l'Université de Rennes qui est en top déposant en 7e position aussi sur ses brevets. Bien sûr, le CNRS, l'INSERM, par exemple, en
en tête des institutions sur les publications. Donc, on a comme ça, en fait, toute une liste d'indicateurs. Donc, je crois que le rapport fait plus de 60 pages. Donc, il y a vraiment beaucoup de données et on souhaitait voilà, vous donner un aperçu de ça pour vous encourager à rejoindre le Club Recom. On vous expliquera comment faire tout à l'heure si vous souhaitez en savoir plus. Merci Claire pour cette explication très précise et cet aperçu non exhaustif, mais en tout cas passionnant de cette cartographie. Et maintenant, donc, je passe la parole à Jean et à Fabrice qui vont venir vous présenter plus en détail les concepts et la modélisation de la fiabilité. Alors, je laisse la parole à Jean. Alors, au départ, déjà, la fiabilité, c'est pas quelque chose qui concerne que le médical, mais il y a une particularité dans le médical, c'est que quand on compare en fait ce qui est fait aujourd'hui dans l'aéronautique et dans le médical pour adresser la fiabilité, en fait, on s'aperçoit que dans l'aéronautique, il y a énormément de redondance. Si je prends un exemple pour ce qui concerne en fait la commande des réacteurs d'un avion, en fait, on a trois systèmes de calcul de pilotage de réacteurs sur une même carte électronique. Des cartes électroniques comme ça, il y en a deux qui sont embarquées par réacteur, donc ça fait encore deux niveaux de redondance en plus. Et puis en plus, ces réacteurs, il y en a au minimum deux par avion. Donc en fait, on se retrouve avec 12 niveaux de redondance. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 12 pannes simultanées pour qu'arriver à un accident catastrophique, ce qui a très 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 peu de chances d'arriver. Hein. C'est plusieurs centaines d'années pour l'ensemble de la flotte. Donc avant qu'il y ait aujourd'hui une panne catastrophique qui soit liée à la défaillance d'un composant sur ces calculateurs, il peut se passer beaucoup de temps, heureusement. Par contre, dans le médical, en fait, on manque de place, surtout sur les parties implantables, pour faire de la redondance. Et en fait, de ce fait, la fiabilité, elle va pas être adressée par l'architecture du système en lui-même, mais on va vraiment aller pointer la fiabilité quasiment de chaque composant un par un pour pouvoir déterminer la fiabilité du système dans son ensemble. Alors, sur un calcul rapide, on s'aperçoit que en fait, on arrive à des fiabilités sur des systèmes un peu complexes. Hein, 500 composants, c'est déjà assez complexe comme système, avec une panne tous les 230 ans d'opération, dans tous les 230 ans de fonctionnement du système. Donc, c'est des notions statistiques, hein, bien sûr, mais ça montre directement que, en fait, on va avoir des manières différentes dans l'aéronautique et dans le médical. Dans le médical, on va vraiment s'attacher à ce qui se passe au niveau du composant en lui-même. Une défiabilisation ou un manque de fiabilité sur un composant va tout de suite avoir un incident sur le système complet. Donc maintenant, Fabrice, tu vas pouvoir apporter des précisions, je pense, sur ces définitions. Voilà, donc le LARIS a été sollicité pour apporter son expertise sur le sujet de la fiabilité. Donc, il y a une équipe qui est mobilisée aujourd'hui pour travailler sur le sujet. Donc, je vais les citer, hein, c'est Laurent Saintis, Abdesamad Kobi, et puis une étudiante qui est en doctorat, Fatimi, qui travaille sur le sujet. Alors, pour bien comprendre la problématique du sujet, donc je vais revenir sur quelques définitions. Donc, déjà en particulier la définition de la fiabilité, hein, qui est un concept donc d'estimation de probabilité pour qu'un système fonctionne dans des conditions données et pendant un temps donné. Vous allez voir que les conditions données, justement, est au cœur de la problématique parce que, j'en viens de l'expliquer, on a, je dirais, un historique relativement important dans un certain nombre de secteurs industriels. Par contre, dans le domaine du médical, où on est face à des conditions particulières, et bien justement, cette prise en compte est nécessaire pour avoir une bonne estimation de la fiabilité. Alors, il existe un certain nombre de métriques de fiabilité qui peuvent être utilisées pour caractériser la fiabilité d'un système, et en particulier le taux de défaillance, alors, qui est une probabilité pour une unité de temps, pour qu'un système soit défaillant à l'instant t plus delta t, sachant qu'il était fonctionnel à l'instant t. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui se caractérise très bien par la courbe en baignoire, où en fait, à un moment, on se dit, voilà,
le système est fonctionnel, quel est le risque que le système soit défaillant à l'instant suivant. Et ça caractérise très très bien la plupart des systèmes, et en particulier, ça fonctionne très bien sur nous aussi. Hein, puisque, en fait, on voit cette courbe en baignoire, vous avez toutes les défaillances de type défaillance infantile. Donc, effectivement, les êtres humains, lors de la première période de vie entre 0 et 3 ans, donc là, on a des taux de défaillance qui sont relativement élevés, donc qui sont liés à des maladies infantiles. Et puis ensuite, on va avoir toute une période utile où là, finalement, il n'y a rien de particulier qui peut donner une information sur la nature de la défaillance. Et donc là, eh bien, les personnes meurent plutôt par accident. Et puis à partir de 50 ans, c'est là où les choses se dégradent. Et du coup, on voit bien que plus on vieillit et plus on a de chances de tomber malade, voire d'avoir un incident mortel à l'instant suivant. Donc cet élément, c'est assez important parce que c'est une métrique qui est couramment utilisée dans le secteur de la fiabilité pour caractériser les systèmes. Et donc, nous, évidemment, on va s'intéresser sur la période utile où, là, eh bien, on va avoir donc un système qui est totalement opérationnel et c'est uniquement des défaillances aléatoires qui vont apparaître. Alors, si on présente ça sur un petit exemple, évidemment, ce que l'on cherche à faire lorsqu'on conçoit et on fabrique un système, et en particulier un dispositif médical, eh bien, c'est à bien faire une conception qui répond aux exigences de fiabilité. Donc, prenons un exemple comme le pacemaker. Et comme Jean l'expliquait, en fait, dans le domaine médical, ça se caractérise par des systèmes où la défaillance d'un composant entraîne la défaillance du système complet, puisqu'il n'y a pas de redondance. Donc, on voit bien que finalement, la fiabilité du système dépend de la fiabilité de l'ensemble des composants. Pour bien illustrer cela, il faut comprendre que la fiabilité du système sera plus faible que la plus faible défiabilité des composants. Donc, on sent que le vrai sujet, c'est la fiabilité intrinsèque des composants. Donc, comment on caractérise la fiabilité du dispositif complet? Eh bien, on va rechercher la fiabilité à travers les taux de défaillance de l'ensemble des composants, donc ce que j'ai caractérisé par lambda component, auquel on va rajouter des facteurs qui vont s'appliquer sur chacune des fiabilités des composants, qui va prendre en compte justement l'environnement et de la manière que les choses vont se faire. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait traditionnel dans l'industrie et on a un certain nombre de recueils qui aujourd'hui nous permettent d'alimenter ces modèles et de construire la fiabilité des systèmes. Sauf que si on prend un recueil qui est FIDES, qui est communément utilisé dans l'industrie, c'est un recueil qui est issu principalement du secteur de l'aéronautique, avec des applications dans le domaine de l'automobile, mais évidemment, ces recueils ont été construits sur la base d'expériences dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique, et pas au niveau des dispositifs médicaux. Et donc, il y a une réelle nécessité à pouvoir venir corriger en fait ces démarches pour prendre en compte la spécificité des dispositifs médicaux. Donc, il y a deux choses ou trois choses à regarder. D'une part, la fiabilité intrinsèque des composants, donc issus, je dirais, des expérimentations qui sont faites sur des vrais dispositifs médicaux et non pas sur des calculateurs d'avion ou des calculateurs de moteurs de voiture. Ensuite, d'avoir une prise en compte des environnements dans lesquels vont être utilisés ces composants électroniques. Et vous verrez que je reviendrai sur cet aspect-là, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Et puis, il y a également toute une démarche qui permet de prendre en compte tous les process de qualification qui vont nous permettre de qualifier les composants que l'on va utiliser. Donc, le cœur du sujet, c'est vraiment ça. Donc, comme je vous disais, le vrai sujet pour les systèmes médicaux, eh bien, c'est l'environnement. Et donc là, vous avez une représentation des différents environnements qui
qui contraint les systèmes que l'on étudie et avec des spécificités qui proviennent finalement du secteur médical. Bon, il y a déjà un premier sujet, c'est la biocompatibilité, puisque on a quand même des dispositifs implantables et donc ça veut dire qu'il faut effectivement être en capacité d'avoir des systèmes qui soient intégrables. Et puis ensuite, des environnements qui sont liés à la fabrication et à l'utilisation des systèmes, comme la stérilisation, l'encapsulage, etc., qui vont avoir donc des effets négatifs sur la fiabilité des composants et qu'il faut absolument prendre en compte dans l'estimation de fiabilité. Et donc, transparence suivant, quand le consortium RICOM a sollicité le LARIS, donc sur le sujet, comment on pouvait traiter l'ensemble de cette problématique, eh bien, il y a eu 3 points qui ont été précisés et qui sont en cours de développement. Donc, une première qui est vraiment sur la physique de défaillance, puisque on voit bien que la question de la fiabilité, elle est associée à la question de la nature de défaillance au regard des environnements spécifiques des dispositifs médicaux. Et donc, c'est à travers les AMDEC, les analyses de mode de défaillance de leurs effets et criticité, où on va voir justement les facteurs influençant la fiabilité du système et qui peuvent être aussi des facteurs accélérant des mécanismes de défaillance. Ensuite, donc, de revenir sur les recueils de données et puis de faire en sorte de requalifier un certain nombre de fiabilité de ces composants sur ces différents recueils. Et tout ça eh bien, est validé par des plans d'expérience et des plans d'essai de fiabilité qui nous permettent d'avoir une évaluation en fait, de ces différents paramètres. Donc, voilà un petit peu la méthodologie qui est mise en place par le LARIS sur le sujet. Et je vais laisser la parole à Jean pour continuer sur ces notions de fiabilité dans le domaine de l'électronique, avec un regard évidemment plus du côté tronico. Alors, qu'on soit industriel ou qu'on soit laboratoire, on parle le même langage. Ça qui est bien déjà, on a la même courbe en baignoire. Et en fait, sur cette courbe en baignoire, ce qu'on voit apparaître, c'est 3 phases dans la vie du composant et dans la vie de tout système électronique aussi. Donc, on avait parlé, Fabrice a parlé de la mortalité infantile. Alors ça, c'est des choses qui apparaissent sur n'importe quel système électronique. Dès qu'on le met en route, on peut avoir des pannes dès la mise en route ou dans les quelques heures qui suivent la mise en route. Donc, le but, c'est évidemment que ça apparaisse pas quand on en a besoin. De ce fait-là, on réalise ce qu'on appelle des déverminages, c'est-à-dire qu'on fait tourner l'appareil au préalable pour avancer dans cette échelle de temps pour pouvoir joindre la courbe plate, enfin la partie plate au fond du fond de la baignoire, qui est l'utilisation normale du composant. La partie qui remonte à la fin, c'est la partie vieillissement en tant que tel des composants électroniques. Alors, les composants électroniques, ça vieillit beaucoup moins vite que des composants mécaniques en général. Et en fait, on arrive à, alors je ne vais pas dire maîtriser, mais à connaître quelles sont les grosses problématiques de vieillissement. On va le voir surtout sur des raisons de chimie, sur des piles, sur des batteries. On va le rencontrer sur des mémoires flash, parce qu'ils sont limités en nombre d'écritures et de lectures. Mais on est sur des phénomènes qui sont en fait assez prédictifs. Toute la théorie en fait sur la fiabilité des systèmes qui nous intéresse, c'est la partie plate de la courbe de baignoire qui nous indique en fait quelles sont les pannes aléatoires, celles qui sont pas, celles qu'on peut pas prévoir et qui peuvent arriver tout au long de la vie du système ou du composant. Alors, comme le disait Fabrice, ces pannes elles vont évoluer, en fait, ce taux de défaillance, il va évoluer en fonction de l'environnement. Et nous, on va s'en servir pour évaluer les composants. En fait, on va faire évoluer cet environnement de manière à pouvoir faciliter l'apparition des pannes. Pour être un exemple simple, les composants, même si dans le corps humain, le composant est fait pour tourner aux alentours de 35-40 degrés, nous, on va regarder comment il se comporte à 125 degrés.
Et on a des lois physiques, chimiques, mathématiques qui vont nous dire tel taux de défaillance qu'on rencontre à 125 degrés, ça correspond à tel taux qu'on aurait rencontré à 40 degrés, ce qui nous permet d'estimer pour différents types de stress, j'ai parlé de la température, mais ça peut être l'humidité, ça peut être les vibrations et d'autres encore, pour pouvoir estimer en fait quelles sont les fiabilités intrinsèques des composants. Alors pourquoi on est obligé d'en revenir là, alors qu'il y a déjà plein d'études qui ont été faites dans FIDES, c'est que FIDES, on est sur des composants qui sont très basés sur des retours d'expériences aéronautiques, défense, etc. Alors que aujourd'hui, on travaille dans le côté médical avec des composants qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus rapides, avec des quantités de production qui sont plus grandes qu'on peut rencontrer dans le spatial. Et donc, en fait, il faut adapter systématiquement ces modèles avec en plus des conditions environnementales qui sont particulières. Alors, il y en a, c'est plutôt intéressant pour nous, que la température soit comprise entre 35 et 40 degrés. Alors, on sait déjà que le composant, il y a moins de choses tombant en panne que quand il est à 125 degrés. Donc, c'est très intéressant pour nous, mais on a dans le médical des facteurs de défiabilisation de composants, en particulier liés à la biocompatibilité, stérilisation, etc., et qui a lieu d'évaluer et qui n'ont pas été évalués jusqu'à présent. Donc, toutes ces explications là, autour du concept et la modélisation de la fiabilité nous emmènent au projet RICOM. Donc, tu as fait déjà la transition, Jean, en parlant du marché médical. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Aujourd'hui, en fait, quand on regarde une start-up, des bonnes idées, en fait, des start-up sur le développement de produits qui intègrent de l'électronique, alors on va passer par une maquette, on va faire des levées de fonds, on va faire des notions de preuve de concept, etc., etc. Et il y a un moment donné où va arriver la question qui va se poser, c'est où on en est au niveau du côté médical en lui-même, remboursement par la sécurité sociale, etc., etc. Et là, pour savoir il faut pouvoir estimer combien de temps, quelle est la durée de vie, entre guillemets, alors on va pas parler de durée de vie, quelle est la durée de vie potentielle en fait du produit avant qu'il doive être changé par précaution ou par panne, si la panne n'est pas catastrophique. Et là, on s'aperçoit que très souvent, dans les startups, c'est une phase qui n'a pas été prise en compte parce que on est attelé par nos problèmes de démarrage, de time to market, machin, etc. On veut aller vite, 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 vite. Et puis, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé. Aujourd'hui, ce qu'on veut pouvoir permettre, en fait, c'est d'avoir tout de suite une méthodologie à travers ce projet RICOM qui permette de pouvoir aborder directement et dès le début du projet cette notion de fiabilité au niveau du composant pour l'étendre au niveau système derrière. Alors, plusieurs objectifs sur ce projet RICOM. Le tout premier, il est en haut à droite, c'est développer une norme. Aujourd'hui, on se rend compte que les composants pour une utilisation spatiale, il y a une norme. Aéronautique, on trouve aussi des normes. Les militaires ont des normes. L'automobile, a des normes. Aujourd'hui, dans le médical, il n'y a rien qui existe au niveau des normes de composants. Normes, je ne parle pas de classes, parce qu'en fait, il y a des classes qui sont définies par les fabricants de composants en disant moi j'ai des composants classe médicale. Et en fait, on s'aperçoit que d'un fabricant de composants à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose. Si vous rencontrez des composants, un fabricant qui fait un condensateur et un autre fabricant qui fait un condensateur, chacun en disant oui, on peut utiliser votre condensateur dans une application médicale, puis qu'on gratte un peu sur les tests qu'ils font, ils ne font pas la même chose. Donc, ils ne vont pas aller faire les mêmes essais, les mêmes analyses pour définir que leur composant est utilisable ou pas. Et ça, c'est préjudiciable à plusieurs titres. Déjà, pour pouvoir passer d'un composant à l'autre, c'est pas facile. Et puis, pour pouvoir avoir un modèle qui soit commun à tout le monde, c'est pas facile non plus. Donc, ce besoin, à un moment donné, de pouvoir écrire quelque chose qui regroupe les bonnes pratiques, qui soit basé
sur des systèmes un peu existants. Hein. On va pas s'éloigner complètement de modèles qui sont mis en place dans FIDES. Hein. On ne va pas révolutionner les calculs de probabilité de fiabilité, mais par contre, on va adapter ces modèles à une application purement médicale. Après, les buts qui vont aller derrière, c'est à partir du moment où une norme, à partir du moment où il y a une norme qui existe, ben on va pouvoir qualifier des lots de composants selon ces normes. On va pouvoir, pourquoi pas, distribuer des composants, travailler avec des distributeurs pour qu'ils distribuent des composants qualifiés selon ces normes, et pouvoir permettre donc à des startups ou même autres hein, de pouvoir travailler sur des nouveaux dispositifs avec des bases de composants dont on a déjà toutes les données de fiabilité, dont on sait déjà qu'on va pouvoir utiliser, qu'on sait déjà pouvoir être utilisé dans ces environnements-là. Tout ça dans le but de créer de la valeur, hein, en minimisant les risques, en accélérant le time to market, etc., etc. Alors, où ça va intervenir, hein, toutes ces informations, ça va intervenir dans la vie d'un produit, hein, dès le développement, hein, dans le choix des composants qu'on va pouvoir utiliser, hein, dès qu'on va avoir une database avec des composants qui existent, qui sont qualifiés selon une norme connue, etc., on va pouvoir travailler dessus. Dans les validations de design, on peut avoir besoin à un moment donné de qualifier des nouveaux composants. Donc, on aura déjà une norme qui existe pour pouvoir qualifier ces nouveaux composants. On ne se reposera pas les questions en partant de zéro. Et puis après, derrière, tout ce qui concerne la fiabilité du produit, à partir du moment où on connaît la fiabilité des composants, on a les modèles qui nous permettent de remonter à la fiabilité du produit en lui-même. Et puis, pour la production, travailler sur production physique, hein, des systèmes médicaux, travailler directement sur la qualification des lots de composants qu'on va utiliser, etc., et aller jusqu'au management de l'obsolescence derrière, puisque aujourd'hui, on est quand même contraint beaucoup par l'obsolescence des composants électroniques aujourd'hui. Alors, où on en est dans le projet, hein, donc on a commencé fin 2021, début 2022. Aujourd'hui, on a travaillé beaucoup en collaboration avec le LARIS sur toute la partie recherche bibliographique, sur la recherche documentaire, etc. On a défini quels étaient les stress que pouvait subir un composant dans le domaine médical pour pouvoir limiter nos expériences. Mais on a aussi défini quels étaient les types de composants qu'on allait adresser et pour pouvoir adresser en fait des nombres limités, faire des essais sur des nombres assez limités de composants. Bon, ça représente quand même quelques centaines de références, des nombres limités de composants, mais qui représentent les différentes technologies qu'on peut voir, différentes technologies de résistance, des différentes technologies de condensateurs, etc. Et pour avoir des informations d'effets croisés des environnements sur la technologie en question du composant en fonction, si je prends l'exemple d'un condensateur, en fonction est-ce que les terminaisons sont flexibles ou pas. Je rentre un petit peu dans les détails, mais on rentre vraiment dans les détails des composants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va, nous, pendant nos essais, découvrir la différence sur les composants, il va falloir qu'on aille démonter le composant pour aller regarder quel est le mécanisme de défaillance qui a été mis en jeu et qui a ramené au défaut du composant. Donc, on le fait sur les composants passifs, sur les composants actifs. Donc là, on va lancer les essais accélérés. Hein, donc, on va mettre tous ces composants-là sous stress pour pouvoir, en début d'année 2023, commencer à avoir des informations sur comment dérivent les composants au cours du temps quand ils sont stressés. C'est-à-dire, on va passer, par exemple, les composants pendant 1000 heures à 85 degrés, 85% d'humidité pour un des essais, par exemple, et puis on va toutes les 200 heures, on va regarder et on va refaire des mesures dessus pour regarder comment ces paramètres ont dérivé. L'idée, c'est d'arriver à commencer en milieu 2023 à avoir assez d'informations pour pouvoir commencer à rédiger cette norme et avoir suffisamment d'informations en retour sur les premiers lots de composants, sur les premières technologies de composants pour pouvoir tester. On parle de WP3, vous voyez, c'est Work Package 3 aujourd'hui, où on va, une fois qu'on aura les informations sur les composants de base, on va leur faire subir du stress supplémentaire lié à la biocompatibilité
pour pouvoir déterminer est-ce qu'on défiabilise et de quelle manière on défiabilise les composants. Et lors de tout ce qu'on met en œuvre au niveau process pour la biocompatibilité et comment on peut prendre en compte cette défiabilisation dans la fiabilité du système complet. Bien sûr, on vous transmettra les slides et le replay sera à disposition pour les personnes connectées aujourd'hui, hein, pas d'inquiétude. Et donc, on va attaquer la dernière partie de ce webinaire, juste pour faire un petit focus sur ce qu'est le club RICOM, puisque dans le cadre de ce projet, il nous a semblé pertinent et même indispensable d'avoir un certain nombre d'acteurs du marché autour du consortium. Donc, pour cela, c'est simple, il suffit d'adhérer. Alors, en plus, c'est bien parce que l'adhésion est gratuite au Club RICOM. Mais qu'est-ce que ça peut vous apporter? Ça peut vous apporter d'avoir des échanges avec des personnes qui sont préoccupées qui ont les mêmes problématiques que vous, d'accord? D'accéder à un contenu approfondi sur tout ce qui relève de ce futur grade médical, d'être informé aussi sur l'avancement du projet RICOM de manière régulière grâce à des articles très techniques et puis en lien avec des tableaux, comme on a pu voir en début de ce webinaire. Bien sûr, c'est aussi une plateforme qui vous permettra d'être mis en relation avec des concepteurs, des fabricants de dispositifs médicaux et aussi des fabricants de composants électroniques. Aider tout à chacun de trouver les bons partenaires dans un réseau dédié et de prendre en compte aussi vos problèmes de fabricants de dispositifs médicaux, puisque bien sûr c'est le plus important. Profiter du forum de discussion, de participer aux événements futurs à venir et puis aussi de contribuer au lobbying qu'on fait déjà ou qu'on commence à faire, que ce soit au niveau national, voire européen, autour de ce grade médical. Donc, n'hésitez pas, pour cela, il suffit de vous connecter et d'aller sur la plateforme www.ricom.org. C'est très simple. Vous pouvez nous suivre également sur la page LinkedIn Club RICOM. Enfin, il y a un club fermé et aussi il y a une page LinkedIn. Donc, voilà, vous pouvez choisir votre niveau, j'allais dire, d'investissement ou d'engagement ou d'intervention. Et puis voilà, pour ce faire, c'est très simple. On va pouvoir passer maintenant à la séance de questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre qui apparaissaient à l'écran. On va certainement choisir celles qui ont le meilleur rating. J'en profite pour remercier les personnes qui sont derrière l'écran et qui sont en train de gérer à distance, que ce soit Thomas pour West Valorisation, Anthony et Raphaël pour Tronico, le Laris. Et donc, si on peut avoir maintenant les questions, s'il vous plaît, à l'écran. Sinon, je peux sans tarder, moi, vous en poser une, puisque j'en avais une, voilà. Est-ce qu'il arrive de faire du déverminage, excusez-moi, sur des composants? Alors, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Alors, je vais répondre. Sur des composants électroniques, oui, ça arrive. Alors, on évite d'en faire uniquement sur les composants parce que, comme j'ai expliqué, sur une carte électronique, il y a beaucoup de composants. Donc, s'il fallait déterminer tous les composants, on s'en sortirait plus. Par contre, on fait du déverminage sur les produits électroniques eux-mêmes. Et s'il y a une panne sur le composant qui arrive pendant ce déverminage, en fait, ce composant est changé et remplacé pour pouvoir rendre de nouveau l'équipement fonctionnel par après. D'un autre côté, je dis qu'on va éviter de le faire, mais il y a des fois on est obligé de le faire. Je parlais de défiabilisation. Changer un composant sur une carte, c'est aussi défiabiliser le système. C'est parce qu'on défiabilise la carte électronique. On la stresse directement. Donc, on ne va déverminer les composants que si on estime qu'il y a plus de risques à mettre un composant parce qu'on va défiabiliser la carte s'il faut le changer, plutôt que de déverminer le composant en même temps que la carte. Alors, une deuxième question apparaît à l'écran. Que pensez-vous des méthodes HALT? On dit HALT ou HALT. Et ça semble assez proche de ce que vous décrivez. Donc, c'est ça. En fait, c'est de l'accélération de vieillissement. Après, derrière, des accélérations, il y en a de plein de types différents. Nous, le but, c'est de se focaliser sur les accélérations qui sont représentatives de ce que va voir le composant au niveau de
au niveau de sa vie et de sa mission, quoi. On va pas, si je prends l'exemple, il y a beaucoup d'utilisations dans le médical où on est dans des capots, enfin dans des environnements complètement hermétiques. On va pas s'occuper, par exemple, sur ce type de composant, de savoir s'il y a une problématique avec l'humidité, puisqu'on est enfermé dans un environnement qui, lui, ne va pas être soumis à l'humidité. Ce qui n'est pas le cas de tous les dispositifs médicaux. Mais en fait, on va bien appliquer ces méthodes, mais pour des composants particuliers qui ne sont pas aujourd'hui adressés dans Fides, et avec des stress qui correspondent à des applications médicales. Alors, peut-être en complément, les essais HALT, et là je fais exprès de mettre le H, c'est vraiment d'aller rechercher, à piéger en fait les défauts de jeunesse. C'est surtout dans cette phase-là que l'on souhaite faire ces essais pour. Alors, il y a deux déclinaisons des essais HALT. C'est soit pour les piéger des défauts de jeunesse de type conception ou de type fabrication. Donc, quand c'est du type fabrication, eh bien, c'est plutôt une déclinaison du déverminage. Et donc, ce que l'on cherche à faire à travers les essais HALT, c'est justement de connaître la robustesse des composants ou des objets qui sont testés vis-à-vis des environnements, où on va venir accélérer très rapidement ces environnements. Donc, principalement, c'est température, variation rapide de température et vibration. Et on va regarder comment les systèmes se comportent et voir si les niveaux où on obtient les défaillances sont insuffisants au regard des spécifications, et si oui, on apporte des modifications de conception. Mais ce sont des essais où on ne cherche pas à évaluer la fiabilité. C'est vraiment une approche dans les modes de défaillance. Merci. Une autre question. A-t-on une idée de l'origine principale des défaillances dans les dispositifs médicaux, composants, interconnexions, packaging? Pas suffisamment de retours, à mon avis. Après, derrière, il y a… En fait, quand on regarde les composants d'une manière générale, hein, il y a un type de composant qui présente plus de défaillances que les autres, c'est le condensateur, d'une manière générale, mais ça pour tous ceux qui ont travaillé dans l'électronique, j'apprends ça à personne. Et après, il y a un mode commun de défaillance, hein, même s'il y a de la redondance, il y a toujours un mode commun de défaillance qui est le PCB, le circuit imprimé en lui-même, où on peut mettre plein de redondances. Si on est sur un seul et même PCB, elles ne sont pas prises en compte. Voilà. Par contre, derrière des retours directement sur le domaine. Oui, dans le domaine de l'aéronautique, parce qu'il y a une vraie culture d'analyser les modes de défaillance pour essayer par la suite d'améliorer la conception des systèmes. Là, dans le domaine médical, on est quand même au début de l'histoire, ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a une collecte d'informations qui est relativement importante. Si on prend, puisque nous, le LARIS, on travaille avec Carmat, quand vous regardez l'expérimentation actuelle ou l'historique de Carmat, on parle de quelques unités. Donc, il est difficile de tirer des statistiques d'un historique aussi faible que celui-là. Merci. Une question. Si FIDES est une méthode tenant compte du REX aéronautique, quel est l'impact de l'appliquer tel quel dans le monde médical? Est-ce qu'un composant qui tient 125 degrés Celsius tiendra d'autant mieux à 40 degrés? Alors, il y a deux questions. Je vais répondre d'abord à la deuxième. Est-ce qu'un composant qui tient les 125 degrés tiendra d'autant mieux à 40 degrés? Oui. Oui. Après, alors qui tient, c'est qui présente un taux de fiabilité donné à 125 degrés. Est-ce que je prends deux composants à 125 degrés, celui qui présente le meilleur taux de fiabilité à 125 degrés,
statistiquement, il présentera aussi le meilleur taux de fiabilité à 40 degrés. Après, derrière, est-ce que FIDES, qui tient compte du REX aéronautique et du REX défense aussi, hein, puisqu'il y avait la DGA qui était impliquée dedans dès le début, qui sont même porteurs. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils font dans FIDES, en fait, ils sont partis de types de modélisation qui existent déjà, si ce n'est qu'ils ont beaucoup affiné les paramètres, ils ont beaucoup optimisé les paramètres en fonction des retours d'expérience. Et en fait, c'est nous un peu ce qu'on veut faire, mais sauf qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des retours d'expérience de panne directement sur les systèmes. Donc, on va aller chercher les retours d'expérience directement sur les composants en eux-mêmes. C'est ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire le taux la fiabilité du système va être caractérisée par la fiabilité des composants. Et la fiabilité des composants, il y a la fiabilité intrinsèque, et puis ensuite, on va prendre en compte justement des environnements qui sont un peu différents. Donc, la prise en compte de l'environnement, là, les choses, on peut les appliquer sans difficulté au niveau médical. Par contre, le taux de défaillance intrinsèque, lui, il est vraiment lié au retour d'expérience militaire ou aéronautique. Donc, même si vous dites, je n'ai pas un environnement électromagnétique qui soit très critique, et que vous mettez à 0, le taux de défaillance du composant intrinsèque, lui, il prend en compte en valeur moyenne. Donc, c'est ça que l'on veut à travers le projet, de pouvoir affiner pour vraiment prendre en compte les spécificités du médical. Merci. Une autre question. À quel niveau est-ce que cette norme deviendrait applicable? Est-ce que ce serait plutôt au constructeur de dispositifs d'effectuer ces tests en fonction des composants choisis, ou plutôt au fournisseur, certifié 9001 par exemple, de le faire en fonction de ses clients? Les deux. Mon capitaine. Mon capitaine, ça va être… en fait, l'idée de cette norme, c'est qu'elle puisse être utilisée par tous. Aujourd'hui, quelqu'un qui fabrique des dispositifs médicaux, donc il est obligé de créer lui-même son système de tests, de qualification, etc., parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe en termes documentaires dessus. Et puis, d'un autre côté, le fabricant de composants, il crée aussi ses systèmes de son côté. Donc, heureusement, à un moment donné, les deux se rencontrent pour utiliser les composants. Mais on peut très bien se dire, moi, nouveau intervenant dans le domaine médical, je vais utiliser cette norme pour qualifier, pour demander des composants qualifiés ou qualifier mes composants. Mais s'il existe déjà, parce que les fabricants l'ont pris en main, s'il existe déjà des composants qualifiés selon cette norme sur le marché, autant les utiliser tout de suite. Et en complément, en fait, j'encourage à aller regarder justement la norme FIDES. Il y a, comme je le disais, il y a ce qu'on appelle les P-factors, hein, qui permettent de prendre en compte des facteurs qui vont influencer sur la fiabilité des composants. Et justement, il y a un P qui concerne la fabrication, P manufacturing, où justement, il y a la possibilité de regarder au niveau de la fabrication, comment est intégrée justement toute cette dimension-là. Et justement, c'est soit au niveau de l'achat des composants, et donc c'est le fournisseur qui assure la qualification, ou c'est le constructeur qui va assurer cette mission-là. Et donc, en fait, dans l'audit fabrication qui permet d'évaluer ce facteur, en fait, il y a ces deux possibilités. Alors, évidemment, il est plus simple que ce soit le fournisseur qui le fasse, comme ça, le constructeur achète sur étagère des composants qui sont déjà fiabilisés. Parfait, donc je vois qu'il nous reste 6 minutes d'ici la fin de ce webinaire. Est-ce qu'on a la place peut-être pour une dernière question? Alors, je la lis. Tu la prends celle-là. Alors, comment estimez-vous la fiabilité des batteries, sachant que le vieillissement dépend de nombreux critères? Alors effectivement, la fiabilité
des batteries est un sujet parce que, en fait, on est face à des systèmes qui n'ont pas tout à fait le même comportement que, je dirais, un composant électronique assez commun, parce que quand on dit typiquement, lorsque je veux estimer la fiabilité d'un système, je prends la fiabilité des composants, c'est parce qu'on fait l'hypothèse de taux de défaillance constant. Donc, ça veut dire des pannes aléatoires. On voit bien que pour les batteries, on n'est pas sur des aléatoires. On est sur des processus de dégradation. Donc, l'approche de l'estimation de la fiabilité des systèmes soumis à des processus de dégradation, eh bien, c'est étudié d'une autre manière. Donc, il n'y a pas de difficulté à le faire, mis à part qu'il faut mettre en place la bonne méthodologie pour caractériser ce type de choses, en sachant que vous avez différentes manières d'appréhender la notion de pile ou de batterie. Si vous prenez le pacemaker, en fait, on n'est pas dans une solution, parce que j'ai travaillé en particulier pour Saft, qui était fournisseur d'un industriel qui fabriquait et concevait des systèmes de pacemaker. Là, c'est vraiment de bien caractériser donc, le fait que on ait une baisse de la tension au cours du temps et qu'il y a des effets aléatoires là-dessus. Donc, il faut prendre en compte en fait cette dimension-là par des méthodes spécifiques. Bien, bah écoutez, il me semble que le webinaire touche à sa fin. On va donc permettre peut-être à nos experts, est-ce que Charlotte ou Franck, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été évoqué? Je voulais juste remercier à la fois l'ensemble en fait, de l'équipe Précom et puis l'ensemble des intervenants, et puis surtout des participants à rejoindre le club Précom. Et puis remercier tout le monde présent aujourd'hui à ce webinaire. Merci. Nous aussi, on était ravis d'être ici. Nous vous souhaitons surtout la bienvenue au Club Précom pour que vous puissiez contribuer, aller plus loin, continuer à enrichir ce projet qui a toute sa place et sa valeur sur le marché du monde médical. Merci à vous. Merci Westvalo pour l'accueil. Merci à vous. Et puis merci Jean, Fabrice pour vos interventions également. Et nous vous souhaitons une excellente fin de journée, une très belle après-midi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.